Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Emma n'avait jamais imaginé que le silence pouvait être aussi assourdissant. Elle était assise au bord du fauteuil en cuir froid dans le bureau de son père, fixant sans expression le bureau en acajou qui les séparait. Ses doigts s'enfonçaient dans les coutures de sa robe, les jointures blanches, la respiration courte. Elle avait choisi du bleu marine, la couleur de la dignité, disait toujours sa mère. Mais aujourd'hui, il ne restait plus de dignité à sauver. En face d'elle, ses parents évitaient son regard. Sa mère tordait nerveusement un bracelet en or. Son père fixait le sol, la mâchoire serrée, comme s'il luttait pour ne pas s'effondrer de l'intérieur. Le contrat était posé sur le bureau comme le couvercle d'un cercueil. Le nom d'Emma était imprimé en bas, déjà signé. Passe pareille. Elle n'avait eu aucun mot à dire. Tu fais ça pour nous sauver, murmura sa mère, presque comme une excuse, comme si la douceur de sa voix pouvait atténuer l'horreur de la vérité. Pour sauver tout ce que nous avons construit. Emma la regarda, la trahison aiguë et fraîche dans sa poitrine. Vous ne l'avez pas construit. Vous l'avez joué et perdu. Les yeux de son père vacillèrent, mais il ne dit rien. Ce n'était pas un mariage. Ce n'était même pas un arrangement. C'était une transaction, et elle en était le produit. À 25 ans, Emma était livrée comme un objet. Pas d'amour, pas d'affection, pas de choix. Sa vie, sa liberté, son corps, tout ce qui la concernait était désormais légalement lié à l'homme le plus craint d'Amérique, Victor Blackwood. Son nom seul suffisait à faire taire les hommes d'affaires aguerris. Imputable. Foi, intouchable. Il avait bâti son empire sur des cendres, les siennes et celles de quiconque osait le défier. Pourquoi elle? Emma le savait. Au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas un hasard. Les Blackwood avaient autrefois été des alliés de sa famille, jusqu'à ce qu'une tragédie détruise tout. Une tragédie qui avait laissé la fiancée de Victor morte, et le nom des Carter à jamais entaché. Ce n'était pas une question d'amour. Ce n'était même pas une question d'affaires. C'était de la vengeance. Et elle était le châtiment choisi. L'encre était sèche. La décision prise. Sa mère lui tendit une petite enveloppe. Des billets d'avion, des instructions, et une lettre de l'avocat de Victor. Pas de cérémonie, pas de mariage, pas de vœux, juste une échéance. Tu pars demain matin, murmura son père. Emma se leva, le fauteuil raclant contre le sol. C'est siambes tremblant, moistanin bon. J'irai, dit-elle, mais ne me demandez pas de sourire. L'avion privé qui l'attendait sur la piste ressemblait plus à une menace qu'à un luxe. Emma monta à bord en silence, escortée par un homme en costume sombre qui ne prononça pas un mot. Ses yeux étaient indéchiffrables, entraînés à ignorer la douleur, ou peu, être simplement habitué à elle. Elle ne pleura pas, ni pendant le vol, ni à l'atterrissage, ni même lorsqu'elle vit le SUV noir qui l'attendait pour l'emmener dans les montagnes, dans le monde de Victor. Le trajet fut long, sinueux, à travers des forêts épaisses et des falaises qui semblaient se refermer sur elle. Plus ils avançaient, plus l'air changeait, lourd, isolé, dangereux. Les grilles de son domaine se dressaient comme l'entrée d'un autre royaume, froid, grandiose, et totalement dépourvu de vie. Au-delà, le manoir s'élevait de la terre comme un monument au contrôle, verre, pierre, et silence. Pas une fleur en vue, pas un oiseau dans les arbres. La voiture s'arrêta. Emma descendit, ses talons claquant contre l'allée de pierre impeccable. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Un personnel nombreux, des caméras, une assistante. Au lieu de cela, la porte s'ouvrit pour révéler une seule femme, la cinquantaine, cheveux gris tirés en un chignon serré, l'expression dénuée d'émotion. Je suis Eleanor, dit-elle. Vous logerez dans l'aile. Pas de bienvenue, pas de Madame Blackwood. Pas même Mademoiselle Carter. Juste une directive. Eleanor la guida à travers des couloirs sans fin. Murs blancs, cadres noirs, luminaires argentés, aucune chaleur, aucune personnalité. Chaque recoin du lieu était immaculé, stérile, sans vie. Sa chambre était déjà prête, des placards remplis de vêtements à sa taille, des chaussures alignées avec une précision mathématique, des produits de toilette étiquetés à ses initiales. Elle ne l'avait même pas encore rencontré. Emma se tenait au centre de la pièce, les bras croisés sur la poitrine, essayant de ne pas trembler. Le message était clair. Tu lui appartiens maintenant. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle s'assit à la fenêtre, regardant le vent plier les arbres dehors. Quelque part dans cette immense maison, il était là, respirant le même air, observant, être. Cette pensée lui donna la chair de poule. Quand l'aube se leva, le silence se brisa. Un coup, ferme, délibéré. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit. Il entra comme si la pièce lui appartenait, parce que c'était le cas. Victor, grand, très acéré, vêtu de noir de la tête aux pieds. Ses yeux étaient d'un gris perçant, plus froid que le givre sur les fenêtres. Il la regarda comme on évalue une sculpture, vérifiant les fissures, les défauts,
la résistance. Mais le zèle Carter, dit-il, la voix douce et létale. Emma se leva, gardant le menton haut. I'm Blackwood. Il ne dit rien pendant un moment, se contentant de l'observer. Je vois qu'ils vous ont donné la robe bleue. Elle ne répondit pas. Il s'approcha, pas assez pour la toucher, mais assez pour qu'elle sente le poids de sa présence. Vous comprenez les termes. Je comprends. J'ai été vendue, répondit-elle calmement. Sa mâchoire se crispa, juste une seconde. Vous avez été choisi. Elle rit, amèrement. Comme on choisit un châtiment. Victor inclina légèrement la tête. Vous n'êtes pas ce que j'attendais. Les yeux d'Emma se plissèrent. Vous non plus. Il l'étudia, non pas comme un homme regarde une femme qu'il désire, mais comme un général observe un ennemi. Et pourtant, quelque chose vacilla dans ses yeux, quelque chose d'indicible. Le dîner est à 19 heures, dit-il enfin, en se tournant pour partir. Elle resta immobile. Je ne porterai pas vos attentes. Il s'arrêta à la porte, jeta un regard en arrière. Portez ce qui vous fait sentir puissante, Emma. Ça n'aura pas d'importance. Puis il disparut. Elle ne respira qu'une fois la porte refermée derrière lui. Voilà donc sa nouvelle vie, sa nouvelle cage. Mais s'il pensait qu'elle s'effondrait, il ne la connaissait pas du tout. Elle n'était pas là pour obéir. Elle n'était pas là pour être brisée. Si Victor pensait avoir acheté une poupée, il allait être surpris, car Emma respirait encore, et elle avait appris que le silence, lorsqu'il était choisi, pouvait être une force. Le manoir se dressait comme un monument à la solitude, niché dans les hauteurs des montagnes de Californie, entouré de pins, de falaises et de silence. De l'extérieur, il ressemblait à un palais, imposant, élégant, intact, mais à l'intérieur, il évoquait davantage un mausolée. Emma se tenait en haut du grand escalier, la main légèrement posée sur la rampe de marbre poli. L'air à l'intérieur était froid, non pas par manque de chauffage, mais par une sorte d'absence, absence de vie, de rire, de souvenirs. Cela s'infiltrait dans sa peau, dans son souffle, comme si la maison elle-même voulait effacer son existence. Elle descendit lentement, ses talons résonnant dans les couloirs vides. Tout était immaculé. Trop immaculé. Pas un grain de poussière, pas un cadre de travers, pas le moindre signe que quelqu'un vivait réellement ici. Les murs étaient ornés d'œuvres monochromes, des formes abstraites, sans vie, en noir, gris et blanc. Même les meubles semblaient conçus non pour le confort, mais pour l'apparence. Verre, acier, granit, beauté sans chaleur, une prison déguisée en opulence. Elle passa devant un vaste salon où personne ne s'asseyait jamais, une bibliothèque aux livres intouchés, une salle à manger avec 20 chaises mais sans conversation. Le silence n'était pas seulement entendu, il était ressenti, pressant contre sa poitrine comme des mains invisibles. Victor avait construit cette forteresse non pour être admiré, mais pour être seul. Eleanor, la gouvernante, se déplaçait comme une ombre, apparaissant toujours au moment nécessaire, ne parlant jamais plus que nécessaire. Elle guida Emma à travers son emploi du temps sans chaleur ni hostilité, juste par devoir. Le petit déjeuner est servi dans la salle à manger est à 8 heures précises. Le déjeuner est facultatif. Le dîner est attendu, récita-t-elle, comme si elle lisait un manuel. Vous pouvez utiliser la piscine intérieure, la salle de sport, le jardin ou la bibliothèque. L'aile ouest est interdite. Emma Ausson-Surzil. Qu'y a-t-il dans l'aile ouest? Eleanor ne s'y a pas. Des souvenirs. Puis elle s'éloigna. Emma passa sa première journée entière à explorer le domaine, autant pour découvrir son nouvel environnement que pour éviter de perdre la raison. Elle parcourut des couloirs grandioses qui résonnaient uniquement de ses pas. Chaque pièce semblait conçue pour un catalogue, pas pour une vie. Pas de photos de famille, pas d'objets personnels, pas de traces de rire, d'enfants ou d'histoire. Juste de l'espace et du silence. Elle s'arrêta devant une large fenêtre en arc dans la galerie. Dehors, le brouillard des montagnes s'accrochait aux arbres, enveloppant tout de gris. La vue était à couper le souffle, mais distante, comme tout dans cet endroit, même la nature semblait intouchable ici. Son téléphone lui avait été pris à son arrivée. Il n'y avait de toute façon aucun signal aussi haut dans les montagnes, pas d'internet, pas de distraction, juste elle et l'écho de ses propres pensées. C'était presque assez pour la faire hurler. À l'heure du déjeuner, elle s'assit seule dans une salle avec 12 chaises et 3 lustres. Une seule place était dressée pour elle. Couvert en argent, verrerie en cristal, une serviette blanche pliée avec une précision militaire. La nourriture était exquise, dressée comme une œuvre d'art, mais elle pouvait à peine avaler. Eleanor ne la rejoignit pas. Personne ne le fit. Emma planta sa fourchette dans un morceau d'asperge et fixa le siège vide en face d'elle. Voilà ce que ça fait d'être un objet de luxe, murmura-t-elle pour elle-même, des environs magnifiques, des repas parfaits, et une isolation absolue. Au 3e jour, la solitude s'était transformée en quelque chose de plus aigu, de l'agitation. Elle était un oiseau en cage, les ailes coupées par du papier et un stylo. Chaque pièce qu'elle entrait semblait l'observer, attendant de voir quand elle craquerait enfin, et pourtant,
Elle refusait. Emma commença à parcourir la maison avec plus d'assurance, non pas parce qu'elle s'y sentait chez elle, mais parce qu'elle refusait de se sentir petite. Si Victor pensait qu'elle se fondrait discrètement dans le tissu de ses murs, il avait tort. Elle portait ses propres vêtements, pas ceux qu'il avait fournis. Elle réarrangeait les vases, déplaçait les livres, ouvrait les fenêtres, de petits actes de rébellion dans un royaume de contrôle. Ce soir-là, juste avant le dîner, elle entra dans la salle de musique. Un grand piano trônait au centre, brillant et intact, sans poussière comme tout le reste. Elle s'assit sur le banc, passa ses doigts sur les touches, mais n'appuya pas. Le silence de la pièce la suppliait de ne pas le perturber. Et pourtant, elle joua une mélodie simple, rien d'extraordinaire, juste des notes qu'elle se souvenait de son enfance, douces, hésitantes, comme si elle chuchotait à la maison. Le son résonna sur le marbre. Pendant un instant, on aurait dit que le manoir exhalait, mais une voix coupa l'air depuis l'entrée. Je ne vous imaginais pas pianiste. Elle se tourna brusquement. Victor était là, vêtu de noir encore, comme si la couleur était devenue une partie de sa peau. Il s'appuya contre le chambranle, bras croisés, regard indéchiffrable. Emma soutint son regard. Je n'essayais pas de vous impressionner. Il avança, lent et délibéré. Tant mieux. Ça n'aurait pas marché. Elle se leva, repoussant le banc avec un raclement. Alors pourquoi êtes-vous ici? Je pensais que vous préfériez hanter les couloirs de loin. Ses lèvres se courbèrent légèrement, d'amusement ou d'agacement, elle ne pouvait le dire. C'est toujours ma maison. Non, corrigea-t-elle, le dépassant avec un calme délibéré. C'est votre prison. Son sourire disparut. Mais il ne l'arrêta pas lorsqu'elle quitta la pièce. Le dîner ce soir-là fut une performance. Eleanor les servit tous les deux dans la salle à manger plus petite, une longue table en acajou éclairée par la lueur vacillante des bougies. Emma portait du noir, pas en signe de deuil, mais comme une armure. Ses yeux croisèrent ceux de Victor de l'autre côté de la table, comme un joueur d'échecs lisant son adversaire. Ils mangèrent en silence pendant un moment. Puis il parla. Enfin. Vous n'êtes pas ce que j'attendais. Elle sirota son vin. Parce que je ne me prosterne pas, ou parce que je suis toujours là? Parce que vous vous battez, dit-il. La plupart des gens ne le font pas. Être que la plupart des gens n'ont pas été vendus comme des meubles, répondit-elle. Il n'est-il la passe. Vous aviez le choix. La mâchoire d'Emma se serra. Vous appelez ça un choix? Ma famille menacée de ruine, de prison, de déshonneur public. Et vous, offrant le salut enveloppé dans une chaîne. J'ai offert la survie. Non, dit-elle, la voix calme et féroce. Vous avez offert la soumission. J'ai choisi la dignité. Le silence qui suivit était lourd, épais de choses qu'aucun d'eux ne pouvait dire à voix haute. Quand le repas se termina, il se leva le premier. Vous pouvez changer les tableaux dans votre chambre si vous voulez, dit-il, presque comme une réflexion après coup. Elle le regarda, surprise. Pourquoi? Ses yeux croisèrent les siens un bref instant, trop bref. Parce que je veux voir ce que vous choisissez. Puis il la laissa là, dans la lueur froide des bougies, dans le manoir qui observait tout, mais ne ressentait rien. Plus tard cette nuit-là, Emma se tenait devant l'un des tableaux de sa chambre, une chose froide, abstraite, juste des coups de pinceau gris et blanc qui semblaient être du givre emprisonné dans du verre. Elle le décrocha. Le mur derrière était vide. Mais pour la première fois, il ressemblait à une toile vierge. Cela se passa un jeudi après-midi. L'air était immobile, le ciel couvert d'un épais voile de brouillard montagnard, jetant une lumière étrange à travers les hautes fenêtres de la chambre d'Emma. Elle venait de sortir de la douche, une serviette enroulée autour de ses cheveux, lorsque la porte s'ouvrit sans un coup. Victor entra comme une tempête, grand, composé, enveloppé de noir comme toujours, comme si le deuil était devenu sa seconde peau. Son visage était indéchiffrable, pas de colère, pas de salutation, pas de chaleur, juste une présence, dense, dominante, inéluctable. Emma se raidit, son cœur bondissant dans sa gorge. Vous avez entendu parler de frapper? Lança-t-elle instinctivement, serrant plus fort son peignoir autour d'elle. Il n'est-il la passe? C'est ma maison. Non, rétorqua-t-elle, la voix tendue. Chest ma chambre. Le regard de Victor balaya son corps une fois, pas de manière lubrique, mais avec une sorte de détachement clinique qui la fit se sentir encore plus exposée. Elle détestait la façon dont sa peau picotait sous son examen. En partie une violation, en partie quelque chose d'autre qu'elle n'était pas prête à nommer. J'avais besoin de vous voir, dit-il. Emma plissa les yeux. Alors attendait dans le couloir comme un homme civilisé. Pendant une seconde, quelque chose vacilla dans son expression, agacement, amusement. Cela disparut trop vite pour être lu. Au lieu de cela, il avança davantage dans la pièce, comme pour tester jusqu'où il pouvait aller avant qu'elle ne craque. Elle ne recula pas. Il regarda autour de la pièce, remarquant le tableau manquant au mur. Vous l'avez enlevé. Je n'aimais pas ce qu'il me faisait ressentir, répondit-elle. Et c'était quoi? Je l'ai, piégé, observé. Il inclina légèrement la tête,
comme s'il l'étudiait à nouveau. Approprié. Pour cette maison ou pour moi? Pour ce qui vous a amené ici? La respiration d'Emma se bloqua, mais elle ne le laissa pas voir la blessure derrière ses yeux. C'est donc ainsi que vous faites? Me rappeler à chaque mot que je ne suis pas une invitée, pas une épouse, juste votre vengeance. La mâchoire de Victor se crispa, mais sa voix resta égale. Vous n'étiez pas censée être mon épouse. Elle le savait déjà. Pourtant, l'entendre dire à voix haute était comme une gifle. Alors, que suis-je, Victor? Il ne répondit pas. Au lieu de cela, ses yeux se fixèrent sur les siens, gris et impénétrables. Dîner. Ce soir. Ne soyez pas en retard. Il se tourna pour partir. Mais Emma n'avait pas fini. Attendes. Il s'arrêta à la porte. Elle avança, bras croisés, peignoir bien noué. Soyons clairs sur une chose. Vous avez être acheté le silence de ma famille, mais vous ne m'avez pas acheté. Il tourna légèrement la tête, juste assez pour qu'elle aperçoive le bord de son profil. Vraiment? Puis il disparut, laissant la porte grande ouverte derrière lui. Cette rencontre la hanta pour le reste de la journée, pas parce qu'il l'avait vue à moitié habillée, pas parce qu'il était entré comme s'il possédait chaque souffle qu'elle prenait, mais parce qu'il y avait eu quelque chose dans ses yeux, un éclair d'émotion, de quelque chose de brisé, juste un instant, et cela l'effrayait de vouloir le comprendre. À 19 heures précises, elle entra dans la salle à manger. Elle avait choisi une robe modeste, simple, lavande pâle, pas provocante, pas soumise, juste assez pour dire. Je n'ai pas besoin de votre approbation. Victor était déjà assis à l'extrémité de la longue table, un verre de vin rouge à la main. Il leva les yeux lorsqu'elle entra mais ne se leva pas. Pile à l'heure, dit-il. Elle prit le siège en face de lui. Parce que je suis mes propres règles. Un léger sourire toucha ses lèvres, mais il n'atteignit pas ses yeux. Ce sera votre perte ou mon salut. Leurs regards se croisèrent comme deux épées dégainées. Le dîner fut servi en silence. Poulet rôti, légumes assaisonnés, vin, parfaitement préparé, parfaitement sans vie, comme tout le reste dans son monde. Ami repas, et sans fin le silence. Pourquoi m'avoir choisi? Son couteau s'arrêta en plein mouvement. Je veux dire, précisément, poursuivit-elle. Il y avait des centaines de façons d'humilier ma famille, procès, scandale, même la prison. Mais vous avez choisi ceci. Vous m'avez choisi. Victor posa sa fourchette. Son expression était indéchiffrable, mais sa voix était basse, tendue. Parce que vous étiez épargné par leur corruption. M.A.C. Figea. Les mots semblaient trop acérés, trop intimes. Et cela faisait de moi quoi? Le châtiment parfait? Vous étiez la seule à ne pas le mériter, dit-il platement. Et ça faisait encore plus mal. Elle le fixa, l'estomac noué. Vous m'avez puni parce que ça vous faisait mal. Il ne répondit pas. Le silence entre eux n'était plus vide. Il pulsait de chaleur, de confusion et de quelque chose de dangereusement proche de la vulnérabilité. Elle repoussa son assiette. Vous êtes un lâche. Il cligna lentement des yeux. Pardon? Vous vous cachez derrière le chagrin en l'appelant justice. Vous pensez que le contrôle vous protégera, mais tout ce qu'il a fait, c'est vous rendre cruel. Son expression s'assombrit. Attention, Emma. Pourquoi? Vous allez encore me prendre ma liberté? M'enfermer dans une autre pièce? Me rappeler que je vous appartiens? Elle se leva maintenant, la voix montant. Eh bien, me voici dans votre manoir, dans votre piège, toujours pas brisé, toujours pas à supplier. Il se leva lentement, les yeux fixés sur les siens. L'espace entre eux crépitait comme un fil sous tension. Ils se tenaient face à face, aucun ne reculant, et pour la première fois, quelque chose changea, pas de la haine, pas de la colère, mais quelque chose d'emmêlé et brut, comme s'ils avaient tous deux retenu leur souffle depuis le jour de son arrivée. Et maintenant, si proches, ils pouvaient enfin ressentir la douleur de l'autre. Le cœur d'Emma battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle ne bougea pas, ne parla pas. Lui non plus. Mais le silence n'était plus vide. Il était vivant. Cette nuit-là, le sommeil refusa de venir. Emma resta allongée dans son lit, fixant le plafond. L'image du visage de Victor brûlait dans ses pensées. Sa voix résonnait dans son esprit, vous étiez la seule à ne pas le mériter. Et ça faisait encore plus mal. Était-ce du regret? De la culpabilité? Ou quelque chose d'autre en Tarly? Et pourquoi, malgré tout ce qu'il lui avait fait, sentait-elle qu'elle n'était pas la seule prisonnière dans cette maison? Les questions tournaient autour d'elle comme de la fumée, et juste avant que le sommeil ne l'emporte enfin, une pensée persista. Que se passe-t-il quand l'homme qui possède votre corps commence à perdre le contrôle de son propre cœur? Les jours commencèrent à se fondre. Matin après matin, Emma se réveillait dans son lit parfaitement fait au son de rien d'autre que le bruissement du vent à travers les pins dehors. Le manoir, aussi grandiose soit-il, semblait devenir plus silencieux à chaque heure, comme une créature vivante retenant son souffle. Elle s'y déplaçait avec une grâce maîtrisée, portant désormais le silence comme une seconde peau. Elle parlait peu, écoutait beaucoup, et observait tout. La maison avait des rythmes,
des motifs, et aucun n'était aléatoire. Le petit déjeuner était toujours servi à 8 heures précises dans la salle à manger et, la même disposition, la même tasse en porcelaine, le même bouquet d'orchidées blanches intactes au centre de la table, Victor ne la rejoignait jamais. Le déjeuner était facultatif, et la plupart des jours, Emma le sautait. À la place, elle se promenait dans les jardins. Elle avait trouvé un vieux banc en pierre sous un cèdre pleureur et l'avait revendiqué comme le sien. C'était le seul endroit du domaine qui semblait vaguement humain. Parfois, elle y restait assise pendant des heures, traçant les nervures des feuilles tombées avec ses doigts, s'ancrant dans la seule réalité qui n'était pas scénarisée, mais le dîner était différent. Le dîner était attendu. La salle à manger utilisée pour les repas du soir était plus petite que les autres, plus intime, bien qu'elle résonnât encore comme une cathédrale. Emma arrivait chaque soir habillée non pas pour lui, mais pour elle-même, une nuit en vert émeraude, la suivante en crème douce, une fois en bleu marine tranchant, juste pour lui rappeler le jour où elle avait été livrée. Victor était toujours là avant elle, toujours assis, toujours immobile. Il parlait rarement, pas plus de quelques mots. Il hochait la tête. Elle s'asseyait. Éléonore servait. Et le reste était silence. Mais il n'était jamais vide, car le silence entre eux devenait plus lourd, épais de ce qui restait non dit. Un soir, alors qu'Emma remuait sa soupe sans manger, elle brisa le calme. « Vous mangez toujours avec vos prisonniers » Victor ne leva pas les yeux. « Vous n'êtes pas une prisonnière. »« Non. »« Alors, que suis-je » Il posa sa cuillère doucement, puis s'adossa à sa chaise, doigts entrelacés. Un arrangement. Emma sourit, mais il n'y avait aucune joie dans ce sourire. « Vous voulez dire une performance ?»« Peut être, admit-il. » Elle inclina la tête. « Pour qui ?»« Il n'y a que nous ici. » Les yeux de Victor rencontrèrent les siens. C'est précisément pourquoi la performance compte. Leur regard se verrouilla un instant de trop, l'air entre eux se tendant comme un fil tiré à l'extrême. Puis il retourna à son assiette sans un mot de plus. Les jours passèrent, et le silence évolua. Ce n'était plus le silence des étrangers. C'était le silence de deux personnes se tournant autour dans l'obscurité, attendant de voir qui allumerait la première allumette. Emma commença à remarquer de petits changements. Une nuit, il demanda si elle préférait du thé ou du café le matin. Elle dit « café ». Le lendemain matin, il était là, riche, sombre, exactement comme elle l'aimait. Une autre fois, elle fit un commentaire désinvolte sur le fait que les tableaux dans le couloir étaient sans âme. Le lendemain, 2 d'entre eux avaient disparu. Il ne mentionnait jamais les changements. Mais ils se produisaient, subtils, intentionnels, et cela l'effrayait plus que son silence ne l'avait jamais fait, car cela signifiait qu'il observait, pas seulement ses mouvements, son être, ses choix, son ton, ses poses. Et quelque part entre les repas et le silence, les murs entre eux commencèrent à se fissurer. Un soir, elle entra tôt dans la salle à manger et le trouva déjà assis, fixant un livre fermé devant lui. Elle hésita. « Vous lisez » Victor ne leva pas les yeux. « Parfois. »« Qu'est-ce que c'est » Il leva enfin les yeux vers elle. « Un livre sur le deuil. » La gorge d'Emma se serra. Elle s'assit lentement. « Est-ce que ça aide ?»« Non. »« Alors pourquoi le lire ?»« Parce que la douleur a besoin d'un endroit où aller, dit-il simplement, même si c'est dans les mauvais mots. » Elle l'étudia à la lumière vacillante. Pendant une seconde, il n'était pas l'homme qui l'avait acheté. Il n'était pas le tyran dans le château. Il était juste brisé. Et être qu'elle comprenait cela trop bien. « Où va votre douleur, Emma » demanda-t-il soudainement. Elle n'était pas prête pour la question. Personne ne lui avait demandé cela depuis des années. Elle déglutit, dans le silence. « Une longue pause. » Victor hocha la tête, comme si sa réponse était à la fois attendue et respectée, puis le dîner fut servi. Les repas suivants changèrent subtilement après cela. Toujours pas de conversation inutile, mais il y avait des contacts visuels, un léger penché en avant, une question occasionnelle prudente. « Avez-vous toujours vécu en ville ?»« Oui, en centre-ville. C'était bruyant, mais ça me faisait me sentir vivante. »« Était-ce proche de vos parents ?»« Autrefois. » Il hocha la tête, comme s'il l'était aussi, autrefois. Chaque repas était un duel de regards, de langage corporel, de retenue émotionnelle, et pourtant un nouveau fil se formait, fragile, mais indéniable. Une nuit, elle tendit la main pour le sel en même temps que lui, leurs doigts se frôlèrent. Le contact dura moins d'une seconde, mais son cœur ne cessa de battre la chamade pendant des minutes. Pourtant, la ligne entre civilité et contrôle restait fine comme une lame. Emma la testaïte. Un matin, elle entra dans la salle du petit déjeuner en ne portant qu'une chemise boutonnée trop grande et les jambes nues. Elle s'assura que c'était délibéré. Victor n'était pas là, mais elle savait qu'il en entendrait parler. Et lorsqu'il entra pour le dîner ce soir-là, sa mâchoire était plus tendue que d'habitude. Elle sourit doucement en prenant place. Il ne dit rien, mais son verre de vin se fissura légèrement sous la pression de sa main. Une autre fois, elle réarrangea la table de la salle à manger, déplaça son siège de l'extrémité opposée à côté de lui. Quand il arriva,
Il s'arrêta une demi-seconde, juste assez pour révéler de la surprise, puis s'assit à côté d'elle sans un mot. Cette nuit-là, elle pouvait sentir la chaleur de sa présence dans chaque souffle. Quand elle tendit la main pour son eau, ses doigts tremblaient légèrement. Les jeux s'intensifièrent. Les enjeux aussi. Elle portait des couleurs qu'elle savait qu'il regarderait 2 fois, parlait avec une douceur qui cachait une acuité, souriait quand il s'y attendait le moins. Et Victor, il les permettait. Pas encouragé, pas loué, mais permis. C'était son signe. C'était sa fissure. Et Emma, qui était entrée dans la maison en victime, ne jouait plus la défense. Elle l'étudiait, remarquant la façon dont sa main s'attardait parfois sur la nappe, comme s'il débattait de tendre la main, la façon dont sa voix baissait d'une octave quand il prononçait son nom, la façon dont il la regardait quand elle ne regardait pas. Et dans cette tension, quelque chose commença à changer, pas bruyamment, pas visiblement, mais profondément. Un soir, après un dîner particulièrement tendu, Victor se leva et marcha vers la cheminée. Il ne la regarda pas. « Savez-vous pourquoi je ne parle jamais pendant les repas ?» Elle leva les yeux, surprise par la question soudaine. « Non. Parce que quand je le fais, dit-il doucement, je me souviens de ce que c'était de parler à quelqu'un que j'aimais. » Silence. Il se tourna lentement, ses yeux rencontrant les siens. « Vous n'êtes pas elle, Emma. Je le sais. Mais parfois, quand je ne fais pas attention. » Il ne termina pas. Il n'avait pas besoin de le faire, car elle comprenait le poids des souvenirs qui se glissent dans de nouveaux lieux, les fantômes qui nous suivent dans de nouvelles conversations, de nouveaux yeux, de nouvelles pièces. Elle se leva lentement, se tint face à lui, sans le toucher, sans le réconforter, juste en étant témoin. « Ce n'est pas de l'amour, dit-elle doucement. C'est une blessure, essayant de saigner à nouveau. » Il ne répondit pas. Mais pour la première fois, il ne se retira pas. Et alors qu'Emma était allongée dans son lit cette nuit-là, fixant le plafond comme elle le faisait souvent, ses pensées n'étaient plus tournées vers l'évasion. Elle portait sur le silence étrange qui vivait entre eux, celui qui ne faisait plus mal, mais murmurait au contraire. « Il te voit. » Le soleil d'été revint de manière inattendue. Après des jours enveloppés de brouillard et de froid, la lumière se déversa à travers les hautes fenêtres du manoir, drapant les sols de marbre d'une chaleur qu'Emma n'avait pas ressentie depuis des semaines. Dehors, les jardins scintillaient d'or, et l'immobilité du domaine semblait, juste un instant, moins semblable à une tombe. Elle se tenait devant son miroir, les portes de l'armoire grandes ouvertes derrière elle, ses yeux parcouraient les rangées de robes soigneusement sélectionnées par les gens de Victor, élégantes, modestes, formelles, prévisibles. Elle les ignora toutes. À la place, elle tendit la main vers la boîte au fond, celle qu'elle avait transportée en silence à travers les aéroports et les grilles, celle remplie non pas de choses qu'on lui avait données, mais de celles qu'elle avait choisies. Elle en sortit un maillot de bain noir élégant, rien de vulgaire, mais audacieux, confiant. Il épousait son corps comme s'il y appartenait. Elle attacha ses cheveux en un chignon lâche, enfila une légère couverture, et sortit de la pièce sans hésiter. Aujourd'hui, elle ne se fondrait pas dans les coins du monde de Victor. Aujourd'hui, elle le traverserait comme si elle en était la propriétaire. La piscine était taillée dans le bord de la falaise ouest du domaine, une merveille architecturale d'eau bleue contre la pierre, entourée de colonnes et de chaises longues ombragées. Elle avait l'allure d'un bain romain, élégant et austère. Emma marcha pieds nus sur la pierre chauffée par le soleil, laissa tomber la couverture sans cérémonie, et entra directement dans l'eau. Fraîche, accueillante, libératrice. Elle ne nagea pas vraiment. Elle glissa, se laissa flotter, laissa son corps reprendre de l'espace dans un monde qui avait essayé de la rétrécir. Elle n'entendit pas ses pas jusqu'à ce qu'elle sente sa présence, lourde, chargée, magnétique. Quand elle leva les yeux, Victor se tenait au bord de la piscine, vêtu d'une chemise blanche impeccable et d'un pantalon sombre, les manches retroussées juste assez pour suggérer un homme en guerre avec la détente. Ses yeux parcoururent son corps comme un éclair, pas vulgairement, mais de manière dévorante. L'immobilité de sa posture trahissait le chaos en dessous. « Vous empiétez » dit-il doucement. Elle flotta plus près du bord, rencontrant son regard sans ciller. « Sur ma propre punition ?» Il avança, ses chaussures près du bord de l'eau. « Vous pensez que c'est un jeu ?»« Non, » répondit-elle. « Mais vous, oui. Vous ne vous attendiez simplement pas à ce que votre pion sache jouer. » Sa mâchoire se serra. « Couvrez-vous. » Elle sourit lentement. « Pourquoi ? Est-ce que je vous distrais ?» Un silence suivit, tendu, crépitant, brûlant. Victor ne répondit pas. Ses yeux en disaient déjà trop. Elle nagea jusqu'au bord, se hissa hors de l'eau en un mouvement gracieux, et tendit la main vers la serviette lentement, délibérément. L'eau glissa sur son corps comme de la soie. Il se détourna, avant qu'elle ne puisse lire son expression, victoire ou avertissement. Ce soir-là au dîner, la tension aurait pu briser le lustre au-dessus d'eux. Emma arriva dans une robe bordeaux profond, le décolleté doux mais audacieux. Ses cheveux tombaient en vagues. Son parfum, délicat comme de la rose et du feu, l'atteignit avant même qu'elle ne s'asseye.
Le regard de Victor était acéré, prudent. Il ne dit rien pendant les premiers plats. Puis elle parla, la voix douce. Vous vouliez une épouse que vous pourriez punir. Vous n'avez jamais dit qu'elle devait être silencieuse. Je n'ai pas demandé de commentaires, répondit-il. Elle inclina la tête. Alors pourquoi continuez-vous à répondre? Il posa sa fourchette soigneusement. Parce que je n'ai pas encore décidé si j'admire votre défi ou si je le ressens comme une offense. Ella se penchanawant. Peut être les deux. Leurs regards s'entrechoquèrent à nouveau, guerre et reddition, désir et aversion. Elle pouvait le sentir maintenant, l'attraction tacite entre eux, pas seulement le pouvoir, mais la conscience. La façon dont ses yeux se posaient sur ses lèvres quand elle parlait. La façon dont sa voix baissait toujours quand elle le défiait. La façon dont elle pouvait sentir la chaleur de son regard même quand elle lui tournait le dos. Et lui, il ressentait sa présence comme une flamme qu'il ne pouvait ni toucher ni éteindre. Le lendemain, elle trouva un piano dans l'aile ouest. Elle n'était pas censée être là, mais les portes sont faites pour être ouvertes, tout comme les blessures. Elle s'assit, laissa ses doigts trouver une mélodie sans nom, lente, douloureuse, riche de désir. Elle ne l'entendit pas entrer. Elle n'en avait pas besoin. Elle le sentit. Sa voix vint de derrière elle, douce. C'était sa pièce préférée. Emma arrêta de jouer, les mains figées sur les touches. Clara? Il ne répondit pas, avançant lentement jusqu'à se tenir à côté d'elle. Ses yeux s'attardèrent sur les touches. Elle jouait, pas bien, mais avec passion. Emma se tourna vers lui, l'air épais de souvenirs. C'est pourquoi c'est interdit? Parce que cette pièce se souvient encore d'elle? Elle est partout dans cette maison, dit-il. Mais cette pièce est là où elle était le plus vivante. Emma observa son visage, vit la douleur derrière le contrôle, l'homme derrière le mythe. Vous ne pouvez pas punir le passé en emprisonnant le présent, dit-elle doucement. Ses yeux se posèrent sur les siens. Je ne vous punis pas. Non, murmura-t-elle. Vous vous punissez vous-même? Irrecula. Vous ne devriez pas être ici. Mais je le suis. Et que voulez-vous, Emma? Elle se leva maintenant, à quelques centimètres de lui. Je veux que vous admettiez que vous avez perdu le contrôle le jour de mon arrivée, que vous avez créé cette prison non pas pour moi, mais pour vous protéger de ce que vous ressentez quand j'entre dans une pièce. Les mots restèrent suspendus entre eux, acérés et dévastateurs. Il la fixa, immobile. Puis, lentement, il se tourna et s'éloigna sans un mot. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle s'assit à sa fenêtre, regardant les étoiles pulser au-dessus des arbres noirs. Elle avait franchi une ligne. Elle pouvait le sentir, pas dans la colère, mais dans quelque chose de bien plus dangereux, l'émotion. Victor ne se contentait pas de se défaire. Il commençait à ressentir. Et la question qui résonnait plus fort que tout silence était, que se passe-t-il quand l'homme qui a acheté votre corps commence à craindre le pouvoir de votre âme? La pluie arriva soudainement. Un instant, le ciel californien était clair et silencieux. L'instant d'après, le tonnerre grondait à travers les montagnes comme un grognement, et de grosses gouttes s'écrasaient contre les fenêtres du manoir, brouillant le monde extérieur. Emma se tenait dans le couloir, fixant la tempête. Quelque chose dans sa poitrine faisait écho au ciel, tendu, volatile, prêt à éclater, et les rites. Le silence dans la maison semblait différent, maintenant, pas vide, mais chargé. Depuis le moment dans la salle du piano, Victor était absent, pas physiquement, il apparaissait encore au repas, marchait encore dans les couloirs, mais émotionnellement, il se retirait, et elle le ressentait. Il cachait quelque chose de plus profond que le pouvoir, quelque chose de plus sombre que le chagrin, et ce quelque chose avait à voir avec elle. Ce soir-là, alors que la tempête faisait rage, elle entendit la voix. Pas celle de Victor, pas celle d'Eleanor, mais la sienne. À travers une fente dans une porte qu'elle n'avait jamais vue ouverte auparavant, son bureau, on l'avait averti de rester à l'écart de cette partie de la maison. Mais ce soir, la porte était entr'ouverte, et Victor était à l'intérieur, parlant dans un téléphone, voix basse, tendue, ignorant qu'elle était là. Emma s'approcha, retenant son souffle. Son nom est Emma Carter, dit-il. On n'est pas osé. Je me fiche de ce que dit la presse. Elle n'est pas une victime. Elle est la conséquence. Le cœur d'Emma cogna contre ses côtes. Une autre pause. Alors, l'employé de son père a causé l'accident. Clara est morte à cause d'eux. Je leur ai donné un choix. Et maintenant, je vis avec le mien. Emma recula, comme si les mots avaient brûlé sa peau. Les pièces du puzzle s'assemblèrent d'un coup, acérées, cruelles, inévitables. Ce n'était pas une question d'affaires, de sauver sa famille, ou même de pouvoir. C'était à propos de Clara, la fiancée qu'il avait perdue, l'amour enfoui sous le chagrin et la rage. Emma n'était pas juste un symbole. Elle était une rétribution. Elle n'attendit pas qu'il finisse l'appel. Elle fit irruption dans le bureau, la voix tremblante. Alors, c'est ce que je suis. La tête de Victor se redressa brusquement, les yeux écarquillés de surprise. Emma, ne fais pas ça. Elle l'éclata quoi, tremblante. Ne dis pas mon nom comme si j'avais de l'importance.
Il se leva lentement, comme s'il essayait de contrôler l'effilochage. Mais il était trop tard. Vous m'avez acheté pour les punir, dit-elle. Mais je ne suis pas eux. Je n'ai tué personne. Je n'ai jamais dit que vous l'aviez fait, répondit-il. Mais vous saviez, dit-elle, la voix brisée. Vous saviez que j'étais innocente, et vous m'avez choisi quand même. Pourquoi? Sa mâchoire se crispa. Parce que l'innocence rend le châtiment plus pur. Elle tressaillit, comme frappée. Vous êtes un monstre, murmura-t-elle. Non, dit-il doucement. Je suis un homme qui a tout perdu. Ça ne vous donne pas le droit de détruire quelqu'un d'autre, dit-elle, surtout quelqu'un qui n'avait rien à voir avec ça. Victor avance à l'enchiment. Vous étiez la seule chose qu'ils aimaient encore, leur fille brillante, leur image. Je voulais qu'ils souffrent, et je savais qu'ils souffriraient en vous perdant. Emma le fixa, secouant la tête. Vous ne vouliez pas une épouse. Vous vouliez une arme. Il ne le nia pas. Et c'était la pire partie. Elle quitta la pièce en silence, la tempête la suivant comme une ombre. Ses pas étaient rapides, son souffle irrégulier. Elle avait besoin d'air, d'espace, d'un moyen d'échapper à la vérité maintenant logée dans ses côtes comme du verre brisé. Elle courut à travers les couloirs, passa devant la galerie, la salle du piano, vers le jardin. La pluie s'abattit sur elle lorsqu'elle sortit pieds nus, sa robe collant à sa peau. Le tonnerre claqua au-dessus, mais elle ne tressaillit pas. Elle se tenait là, le visage levé vers le ciel, et laissa l'eau la laver, comme si elle pouvait la purifier de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait fait d'elle. Elle n'était plus la fille arrivée il y a des semaines. Elle était quelqu'un d'autre maintenant, quelqu'un qui avait regardé l'amour dans les yeux et vu la lame derrière. Elle ne rentra pas cette nuit-là, ni dans sa chambre, ni à la table du dîner, ni dans le silence qu'ils avaient appris à partager. À la place, elle s'assit dans le pavillon de pierre à l'extrémité du domaine, trempée et tremblante, jusqu'à ce que la tempête passe et que les étoiles émergent comme des témoins hésitants. Quand elle rentra enfin à l'intérieur, la maison était immobile, mais sa porte était ouverte, et il était là. Victor se tenait à la fenêtre, bras croisés, sa chemise humide de pluie. Il ne se tourna pas lorsqu'elle entra. « Je t'ai cherché, dit-il. » Elle ne dit rien. « Tu as raison, poursuivit-il. Tout ce que tu as dit dans le bureau, tu as raison. » Elle ferma la porte derrière elle. Victor se tourna alors, son visage plus fatigué qu'elle ne l'avait jamais vu. « Je pensais pouvoir vivre avec ça, dit-il, avec t'utiliser, avec enfouir ce que je ressentais chaque fois que tu entrais dans une pièce, mais je ne peux pas. Tu as utilisé mon corps pour enfouir ton chagrin, dit-elle froidement. Non, dit-il, j'ai utilisé ta présence pour punir leur absence. Et je le regrette plus que tout ce que j'ai jamais regretté dans ma vie. Emma le regarda, sa voix un murmure maintenant. Et maintenant? Il s'approcha prudemment. Maintenant, je te laisse décider. Pour une fois. Il hocha la tête. Pour toujours. Elle voulait le haïr, crier, fuir, lui faire ressentir ce qu'elle avait ressenti, trahi, rejeté, utilisé. Mais la vérité était plus compliquée, car même à travers les mensonges, la manipulation, la douleur, il y avait eu des moments de vérité, une main frôlant la sienne trop longtemps, un souffle retenu dans le silence, un regard qui durait trop pour être vide. Victor l'avait blessé, mais il avait aussi commencé à changer. Et cela, plus que tout, l'effrayait, car le changement signifiait l'espoir, et l'espoir signifiait le risque, et elle n'était pas sûre d'avoir la force de perdre à nouveau. Elle le regarda une dernière fois. Ses yeux n'étaient plus acérés, ils étaient bruts. « J'ai besoin d'être seule, dit-elle. Il hocha la tête. Puis il la laissa là, comprenant enfin que la seule façon de la retenir était de la laisser partir. L'air des montagnes était frais ce matin-là, chargé de l'odeur des pins et du frisson de quelque chose d'inachevé. Le manoir dormait encore, enveloppé de silence. Mais Emma était déjà habillée, bottes lacées étroitement, un sac en toile sur l'épaule. Elle se déplaçait comme un fantôme dans les couloirs, invisible, inaudible. Elle avait étudié le domaine en silence pendant des semaines, appris ses rythmes, les chemins du personnel, le timing des grilles. Elle connaissait le sentier qui disparaissait derrière les jardins nord, celui caché sous l'arc de lierre envahi. Il était raide, sinueux, long, mais il menait en bas des falaises, loin des caméras, et finalement à une route de service. C'était son plan, pas de disparaître pour toujours, juste de respirer, de se choisir, ne serait-ce qu'une fois. Elle atteignit le bord du sentier avant de l'entendre. « Emma !» Son corps se figea, son cœur battant dans sa poitrine. Elle se tourna lentement. Victor se tenait à quelques pas derrière elle, sans manteau, sans garde, sans colère, juste lui. Ses cheveux légèrement ébouriffés, sa chemise froissée par un mouvement précipité. Il ressemblait à un homme qui avait couru jusqu'à ce que ses poumons brûlent. « Comment as-tu ? J'ai vu que tes bottes manquaient, dit-il. Et tu n'étais pas au petit déjeuner. » Elle déglutit, serrant la sangle de son sac plus fort. « Je ne fuis pas toi. Je sais, dit-il. Tu fuis vers toi-même. » Sa voix ne portait aucun jugement, seulement quelque chose de plus profond,
une compréhension qui la secoua plus que s'il avait crié. « Laisse-moi partir, dit-elle doucement. « Je le ferai, répondit-il. Mais pas comme ça. » Elle hésita. « Tu as dit que je pouvais choisir, lui rappela-t-elle. « Et tu peux, dit Victor, s'approchant. Mais pas en portant une colère qui n'est pas la tienne. » Elle fronça les sourcils. « De quoi parles-tu? Je ne t'ai jamais dit toute la vérité, dit-il. Pas tout. » Elle ne parla pas. Elle ne pouvait pas. Victor s'assit sur le mur de pierre bas qui bordait le bord du chemin, ses yeux scrutant la forêt en contrebas. Puis il commença. « Le jour où Clara est morte, dit-il, elle n'était pas censée être dans cette voiture. Nous nous étions disputés pour quelque chose de stupide. Je ne me souviens même plus quoi. Elle est partie tôt, voulait de l'espace. » Emma resta immobile, écoutant. « L'accident a été causé par un employé de l'entreprise de ton père, poursuivit-il, ivre, imprudent, conduisant un camion de livraison sans repos adéquat. Ils ont étouffé l'affaire, soudoyé des témoins, payé la presse. » Emma ferma les yeux. Elle se souvenait avoir entendu des murmures, des procès qui disparaissaient, une démission discrète, mais elle était trop jeune, trop protégée pour comprendre. « J'ai essayé de poursuivre en justice, dit Victor. Mais ta famille avait du pouvoir, de l'argent, de la protection. Ils ont enterré la vérité. » Elle ouvrit les yeux. « Alors, tu m'as enterré à la place. » « Non, dit-il doucement. J'ai essayé de partir. Je suis allé en Europe pendant 1 an. J'ai cessé de parler à tout le monde. Mais partout où j'allais, je la voyais. Et chaque fois que je pensais à elle, je te voyais. » Elle fronça les sourcils. « Pourquoi moi? Parce que tu étais innocente, parce que tu me regardais comme elle le faisait avant que le monde ne lui apprenne à être prudent. » Il se leva maintenant, lui faisant face pleinement. « Tu m'as rappelé que j'étais encore capable de ressentir, et je t'ai haï pour ça. » Des larmes piquaient le fond des yeux d'Emma. « Je me suis dit que si je te faisais venir ici, si je contrôlais la seule partie de leur monde dont ils se souciaient encore, je pourrais faire disparaître la douleur. » Il s'approcha, lentement. « Mais au lieu de cela, dit-il, la voix se brisant, tu m'as fait me souvenir de ce que c'est d'être vivant. » Elle détourna le regard, essuyant son visage avec le dos de la main. « Ce n'est pas juste. Je sais. Tu ne peux pas simplement me briser et ensuite dire que tu es désolé. Je ne demande pas le pardon, dit-il. Je te demande de me voir comme je te vois enfin. » Elle secoua la tête, les larmes tombant maintenant. « Tu ne peux pas me voir maintenant, murmura-t-elle. Pas après tout ça. » Victor avança encore, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de lui. « Je sais que je ne le mérite pas, dit-il, mais j'ai besoin que tu entendes une chose. » Elle ne bougea pas. Il tendit la main vers la sienne, hésitant, tremblant, et la plaça sur sa poitrine. Son cœur battait sous sa paume. « Quand j'ai réalisé que tu n'étais pas juste quelqu'un que j'utilisais, murmura-t-il, je me suis brisé. » Emma sentit son pouls, rapide, vulnérable, réel. « Je ne voulais plus simplement que tu partes, poursuivit-il. Je voulais que tu sois libre. Mais je ne supportais pas l'idée de ne plus jamais te voir. » Elle retira doucement sa main, et pendant un instant, ils restèrent là, 2 personnes au milieu d'une forêt, portant plus de douleur que les mots ne pouvaient contenir. Puis elle murmura, « Je n'étais pas censée tomber amoureuse de toi. » Sa respiration se bloqua. « Est-ce le cas? » Elle rencontra ses yeux. « Je ne sais pas. » Il hocha la tête. C'était assez. Elle ne continua pas sur le sentier. À la place, elle marcha lentement, silencieusement, vers la maison. Victor ne la suivit pas. Il resta là, seul, la regardant s'éloigner, pas comme une possession, pas comme une punition, mais comme la seule chose qu'il n'avait jamais pensé revoir, l'espoir. Ce soir-là, elle s'assit dans le jardin sous le cèdre pleureur. La pluie s'accrochait aux feuilles au-dessus, goûtant doucement sur l'herbe. Elle ferma les yeux. Elle ne savait pas ce qui se passerait ensuite. Elle savait seulement que quelque chose avait changé, pas seulement en lui, mais en elle. Car pour la première fois, le manoir ne semblait plus une prison. Il semblait une question à laquelle seul son cœur pouvait répondre. Les jours qui suivirent se déroulèrent dans des rythmes calmes et incertains. Emma ne parlait pas directement à Victor, mais quelque chose avait changé entre eux, comme si l'air dans le manoir s'était adouci. Le poids était toujours là, mais les bords acérés s'étaient émoussés. La guerre s'était calmée, remplacée par quelque chose de timide, qui observait et attendait. Chaque matin, son café était toujours préparé exactement comme elle l'aimait. Chaque soir, Victor s'asseyait en face d'elle au dîner, disant peu mais écoutant avec tout son corps. Pas d'excuses, pas de déclarations, pas de promesses, mais une présence. Et pour 2 personnes qui avaient passé leur vie à construire des murs, cela seul semblait un acte de courage. C'était un jeudi, près d'1 mois depuis son arrivée, que tout changea. La tempête frappa juste après la tombée de la nuit, soudaine et sauvage, les éclairs dansant à travers les montagnes comme du feu. Emma était assise en boule sur le siège de la fenêtre de sa chambre, un livre sur les genoux, lisant le même paragraphe encore et encore. Elle ne pouvait pas se concentrer, car quelque chose semblait décalé, pas mauvais,
juste chargée, comme si le monde retenait son souffle. Un fort coup de tonnerre la fit sursauter, et les lumières vacillèrent. Puis l'électricité se coupa complètement. La maison plongea dans l'obscurité. Pendant un instant, le silence fut absolu. Puis des pas, lourds, déterminés. Un coup à sa porte. Emma. C'était lui. Elle ouvrit la porte pour trouver Victor là, une lampe de poche à la main, une légère trace d'incertitude dans la voix. Eleanor a dit que le générateur faisait des siennes. La plupart du personnel est descendu vérifier le niveau inférieur. Et tu es venu pour ses yeux rencontrèrent les siens. Je ne voulais pas que tu sois seul dans le noir. Elle aurait pu rire. L'ironie était trop forte. J'ai été dans le noir depuis le jour où je suis arrivé ici, dit-elle doucement. Il ne sourit pas. Il ne discuta pas. Il dit simplement. Alors, laisse-moi rester, juste pour ce soir. Ils s'assirent ensemble dans la bibliothèque éclairée aux chandelles. Elle se blottit dans le bras du canapé en velours, pieds nus, les genoux repliés, une couverture drapée sur ses cuisses. Victor s'assit en face, sa veste enlevée, les manches de chemise retroussées, les mains posées sur ses genoux. Dehors, la pluie tombait comme une confession. À l'intérieur, le silence entre eux n'était plus froid, il était chaud, lent, comme une berceuse sans parole. Tu m'as demandé une fois où allait ma douleur, dit Emma doucement. Il leva les yeux. Je n'ai jamais répondu correctement, poursuivit-elle. Mais la vérité, c'est qu'elle est entrée dans tout, la façon dont je souriais quand je ne voulais pas, la façon dont je pardonnais aux gens qui ne le demandaient pas, la façon dont j'ai cessé de faire confiance à ce que je ressentais. Il se pencha légèrement en avant, écoutant comme si cela comptait plus que tout au monde. J'ai passé toute ma vie à essayer de survivre, dit-elle. Pas à vivre, juste à survivre. La voix de Victor était basse. Et maintenant? Elle rencontra ses yeux. Maintenant, je veux ressentir quelque chose de réel, même si ça fait mal. Plus tard, alors que le feu dans l'âtre crépitait doucement et que la tempête continuait dehors, elle se leva, marcha vers la fenêtre. Sa silhouette était douce dans la lueur des flammes, et Victor la regardait comme quelqu'un voyant quelque chose de sacré. Elle se tourna lentement vers lui. « Pourquoi ne m'as-tu jamais touché ?» Sa respiration se bloqua. « Tu en avais tous les droits, » ajouta-t-elle, sans amertume, mais avec curiosité. « Par le contrat, je veux dire, par le pouvoir que tu t'es construit. » Victor se leva, s'approchant, mais gardant une distance prudente. « Parce que je ne voulais pas ton corps, dit-il. Je voulais ton esprit, et maintenant que je le vois, je ne veux pas le briser. Son cœur se serre. Tu l'as déjà fait, murmura-t-elle. Il ferma les yeux brièvement. Alors, laisse-moi le reconstruire. Ils restèrent silencieux, leur souffle se mêlant dans l'espace entre eux. Et puis elle avança. Pas par obligation, mais par choix. Elle tendit la main, ses doigts effleurant le côté de son visage. Il ne bougea pas, ne tressaillit pas. Il la regarda simplement comme si elle était le début de quelque chose qu'il ne pensait pas mériter. Leurs lèvres se rencontrèrent doucement, timidement, incertaines. Puis à nouveau, plus profondément cette fois. Ce n'était pas de la passion, pas encore. C'était une reddition. Plus tard, il la porta dans sa chambre, pas comme une possession, mais comme quelque chose de fragile. Ils ne se précipitèrent pas. Ils ne chassèrent pas la douleur par la faim. Ils ôtèrent la peur avec douceur, touché par touché, souffle par souffle. Ce n'était pas parfait, mais c'était honnête. Et quand ils s'enlacèrent ensuite, emmêlés dans les draps et le silence, Emma posa sa tête contre sa poitrine et murmura, « Que se passe-t-il maintenant ?» Victor ne répondit pas tout de suite, puis, doucement, il dit, « Maintenant, nous commençons. » Mais la vie, comme l'amour, ne change pas sans tester ce qui est réel. Le lendemain matin, alors que le soleil se déversait par les fenêtres, Emma se tenait sur le balcon de sa chambre, pieds nus et rayonnante. Elle regardait le domaine, les arbres, les pierres et les ombres qui l'avaient autrefois emprisonnée. Maintenant, il restait simplement immobile, en attente. À l'intérieur, Victor préparait du café. Quand il lui tendit la tasse, elle remarqua la légère tremblote de sa main, et pour la première fois, elle le vit, l'homme qui avait autrefois été si sûr de lui, maintenant effrayé par la chose même qu'il désirait, la connexion, l'espoir, elle. Emma se pencha contre lui, pressa un baiser sur sa poitrine. Il l'enlaça plus fort que jamais auparavant. Et dans cette immobilité, il murmura, « Ne disparais pas. » Elle leva les yeux. « Je ne vais nulle part. » Mais aucun d'eux ne prononça les mots qu'il craignait le plus. Et si l'amour ne suffisait pas à effacer ce que nous avons fait pour en arriver là? Le matin se parait d'or, mais Victor était déjà retourné dans l'ombre. Emma se réveilla seule. Le côté du lit où il avait dormi était froid. Pas de mots, pas de messages, pas de traces de sa présence sauf le souvenir de la façon dont il l'avait tenue, comme si elle était à la fois son encre et sa perte. Elle resta assise au bord du lit pendant longtemps, fixant le sol. Quelque chose en elle avait changé la nuit précédente, pas seulement son corps, pas seulement sa confiance, son cœur, et maintenant il était parti. Les heures passèrent.
Il ne vint pas au petit déjeuner, ne parcourut pas les couloirs, ne la retrouva pas pour leur dîner silencieux habituel. Quand elle le trouva enfin, il était dans le bureau, debout près des hautes fenêtres, parlant brusquement dans son téléphone. « Non, dit-il, la voix coupante. Dites au conseil que l'accord ne sera pas retardé. Je m'envolerai pour New York la semaine prochaine. On est pausé. Je me fiche de ce qu'il pense. Ce n'est pas personnel. » Il mit fin à l'appel sans la remarquer. Ou peu, être l'avait-il vu et faisait semblant de ne pas le faire. Emma s'appuya contre le chambranle, bras croisés. « Alors, tu pars ?» Il se tourna lentement, le visage composé, les yeux froids à nouveau. « Oui, dit-il. Juste pour quelques jours, affaire. Bien sûr, parce que rien de personnel ne se passe jamais ici. » Il ignora la morsure dans son ton. « Tu seras en sécurité ici. Eleanor sait tout ce dont tu as besoin. » Emma entra dans la pièce, le cœur battant. « C'est ta façon de gérer ce qui s'est passé ?» Ce qui s'est passé, dit-il platement, était un moment. « Un moment ?» répéta-t-elle, elle, abasourdie. Il soutint son regard. « Un moment qu'on ne devrait pas répéter. » L'air dans la pièce changea, acéré, amer, électrique. Emma fit un pas de plus. « Ne fais pas ça. »« Faire quoi ?»« Te cacher, » dit-elle, derrière cette voix, ce ton, ce costume. La mâchoire de Victor se serra. « Je ne me cache pas. Je nous protège tous les deux d'une erreur. » Elle rit, doucement, mais plein de douleur. « Alors, c'est ce que je suis maintenant ? Une erreur ?» Son silence répondit pour lui. La voix d'Emma tremblait. « Tu m'as tenu comme si j'avais de l'importance. Tu m'as embrassé comme si tu avais oublié comment respirer. Et maintenant, tu te tiens là et agis comme si ce n'était rien. » Il détourna le regard. Elle se plaça devant lui, bloquant sa sortie. « Regarde-moi. Je le fais, » dit-il. « Alors, dis-moi la vérité. »« Je ne t'aime pas, » dit Victor, trop vite, trop plat, trop répété. La respiration d'Emma se bloqua, ses mains se serrèrent sur ses côtés. « Menteur » murmura-t-elle. Il la contourna, attrapant son manteau. « Je serai de retour dans 3 jours. »« Non. Tu ne le seras pas. » dit-elle. « Parce que je ne serai pas là quand tu reviendras. » Il s'arrêta, la main figée sur la poignée de la porte, mais il ne se tourna pas, ne l'arrêta pas, ne dit pas un seul mot, et ce silence hurlait plus fort que tout le reste. Cette nuit-là, Emma s'assit seule dans la salle à manger. Les bougies vacillaient, la chaise en face d'elle restait vide, et son cœur souffrait d'une manière qu'il n'avait même pas ressentie lorsqu'elle avait été vendue, car cette fois, elle s'était donnée, et il était parti. 2 jours passèrent. Elle fit ses bagages lentement, méthodiquement. Elle ne pleura pas, pas jusqu'à ce qu'elle ouvre le tiroir à côté de son lit et trouve la photo. C'était celle de Clara, souriante, sauvage et libre. Derrière, une deuxième photo, d'Emma, prise récemment. Elle ne savait même pas quand, mais elle était là, cachée derrière la femme qu'il avait perdue, comme un secret qu'il n'était pas prêt à admettre. Elle s'assit sur le lit, tenant les 2 images, une dans chaque main. Puis, doucement, elle les plaça côte à côte. La 3e nuit, le domaine bruissait de murmures. Victor était de retour, mais il n'alla pas au bureau, ne demanda pas Eleanor. Il se rendit directement dans la chambre d'Emma et la trouva vide. Son sac était parti, l'armoire à moitié vidée, l'air différent. Il resta là, immobile, pendant ce qui sembla des heures. Puis ses yeux tombèrent sur la photographie sur l'oreiller, Clara et Emma, côte à côte. Et soudain, Victor, homme de pouvoir, homme de vengeance, homme de silence, s'effondra dans le fauteuil, la tête dans les mains, et laissa la douleur enfin venir, pas pour Clara, pas pour la vengeance, mais pour la femme qui lui avait demandé de se battre pour elle, et qui l'avait repoussée par peur. La maison n'avait jamais semblé aussi silencieuse, même pas dans les premiers jours, quand Emma marchait sur la pointe des pieds dans ses couloirs, craignant de trop toucher ou de respirer trop fort. Maintenant, il n'y avait que l'écho de son absence. Victor passait d'une pièce à l'autre comme un homme cherchant quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Chaque coin murmurait son nom. Son rire hantait l'escalier. Son parfum s'accrochait au drap, léger et floral, comme le dernier souffle de quelque chose de beau. Et chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait son visage au moment où elle avait dit « menteur ». Parce qu'elle savait. Parce qu'il ne l'avait pas seulement nié. Il s'était nié lui-même. Cette nuit-là, il s'assit près du feu dans l'aile ouest. La pièce interdite, la pièce de Clara. Il n'y était pas entré depuis plus d'1 an. Maintenant, elle sentait la poussière et le temps. Les meubles restaient intouchés, son écharpe pendait encore au dos de la chaise, sa partition de piano encore ouverte à la dernière chanson qu'elle n'avait jamais terminée. Il s'assit au bord de la chaise longue, la photo d'Emma encore à la main. Son cœur battait avec quelque chose qu'il ne pouvait nommer, mais cela faisait mal comme la vérité. Eleanor le trouva le lendemain matin, les yeux creux d'une nuit sans sommeil. Elle ne dit rien, posa simplement une tasse de café près de sa main, puis s'arrêta. « Elle est partie en ville » dit-elle doucement. « Un petit appartement à l'est.
n'a pas demandé d'argent, n'a pas demandé de protection. Victor ne leva pas les yeux. Elle voulait juste de l'espace, ajouta Eleanor, et une chance de se sentir à nouveau elle-même. Quand elle se tourna pour partir, il parla enfin. Pensez-vous que je suis trop tard? Eleanor s'arrêta dans l'encadrement de la porte. Je pense que l'amour n'arrive jamais en retard, seulement sans invitation. Puis elle disparut. 3 jours passèrent, puis 4. Chaque matin, il prenait le téléphone. Chaque nuit, il le reposait. Que pouvait-il dire? Que pouvait-il offrir qui ne sonne pas comme de la manipulation, de la culpabilité ou de la peur déguisée en rédemption? Il était un homme qui avait tout et avait quand même réussi à détruire la seule chose qui n'avait rien demandé en retour. Mais l'amour n'attend pas éternellement. Et parfois, la seule façon de le reconquérir est de tout risquer. Il conduisit, pas dans un SUV noir ou derrière des vitres teintées, il conduisit lui-même à travers les routes sinueuses qu'il avait autrefois emprisonnées, jusqu'à la ville qui la tenait maintenant, passant devant des immeubles, des taxis klaxonnant, des musiciens de rue jouant des chansons que personne n'écoutait. Quand il trouva son immeuble, il était modeste, calme, pas de garde, pas de marbre, juste réel. Il se tint devant sa porte pendant près de 10 minutes, puis frappa. Rien. Il frappa à nouveau, plus doucement. Puis la porte s'ouvrit. Elle se tenait là en jean et sweatshirt délavé, pieds nus, une tasse de thé à la main, et quand ses yeux rencontrèrent les siens, Victor oublia comment respirer. Emma ne parla pas, ne s'écarta pas, ne pleura pas. Elle attendait simplement. Victor déglutit difficilement. Je n'aurais pas dû partir. Elle haussa un sourcil. Mais tu l'as fait. J'avais peur. De moi? Demanda-t-elle, la voix calme. D'Emma. Un long silence s'étira entre eux. Il poursuivit, la voix rauque. Avec Clara, j'aimais facilement. Avec toi, j'aimais par morceaux, en niant, en silence, dans l'ombre. Elle baissa les yeux sur le thé dans sa main. Et maintenant? Maintenant, je ne peux pas arrêter. La respiration d'Emma se bloqua. Victor s'approcha, sans la toucher. Tu m'as demandé une fois pourquoi je ne t'avais jamais touché au début. Ce n'était pas à cause du contrôle. C'était parce que je savais, même alors, que si je te touchais avec vérité, je ne pourrais jamais te laisser partir. Elle leva lentement les yeux. Et si je ne te fais plus confiance? Alors, je la gagnerai, dit-il, chaque jour, avec chaque mot, avec chaque souffle. Une autre pause. Puis Emma ouvrit la porte plus grand, juste d'1 pouce. Mais c'était assez. Ils s'assirent par terre ce soir-là, pas sur des meubles, juste une couverture, 2 tasses de thé, et les lumières de la ville par sa fenêtre. Il lui parla de la culpabilité. Elle lui parla de la peur. Il lui dit comment il utilisait le silence comme un bouclier. Elle lui dit comment elle utilisait le défi comme une armure. Et quelque part entre les confessions, sa tête trouva son épaule, et sa main trouva ses doigts. Et quand la ville s'endormit autour d'eux, Emma murmura. Je n'ai pas cessé de t'aimer, Victor. J'ai juste cessé de croire que tu savais m'aimer en retour. Il baisa sa main, puis dit les mots qu'aucun d'eux n'avait osé prononcer auparavant. Je t'aime. Pas dans le pouvoir, pas dans la possession, mais dans la reddition. Le manoir semblait différent quand ils revinrent. Pas parce que les murs avaient changé, ou que l'air s'était réchauffé, ou que les couloirs s'étaient adoucis, mais parce qu'ils l'étaient. Emma entra dans le grand hall d'entrée non pas comme une captive, non pas comme une étrangère, ni même comme un symbole de vengeance, mais comme une femme qui avait été choisie, et qui avait choisi en retour, et Victor marcha à ses côtés, pas dans le silence, mais dans la présence. Un homme autrefois régi par le contrôle, apprenant maintenant pièce par pièce comment aimer avec intention. Les jours qui suivirent furent calmes, tendres, sans hâte, pas de grands gestes, pas de déclarations forcées, juste l'ordinaire, rendu extraordinaire par la présence de la confiance. Il la rejoignait pour le petit déjeuner maintenant, tard, non rasé, café en main, demandant des nouvelles de ses rêves, comme s'il comptait plus que les marchés s'ouvrant à New York. Elle marchait pieds nus dans les couloirs maintenant, fredonnant doucement, son rire emplissant des pièces qui autrefois ne faisaient qu'écho à ses pas. Ils dansèrent dans la cuisine une fois, musique basse, de la farine sur son nez, ses bras autour de sa taille. Et quand il l'embrassa alors, ce n'était pas désespéré ou féroce. C'était un foyer. Victor commença à changer la maison aussi, une photo à la fois. Une image d'Emma apparut sur le manteau de la cheminée. Des fleurs fraîches remplacèrent les vases froids. La musique jouait en fond, jazz, parfois piano, parfois silence, adouci par 2 personnes simplement présentes. Même le personnel le ressentit. Le changement, la chaleur, la paix. C'était comme si le chagrin avait enfin exhalé. Puis vint le moment qui allait tout changer. Emma était assise, blottie sur le canapé du salon, ses mains enveloppant une tasse de thé au gingembre. Elle ne se sentait pas bien depuis une semaine, nausées, fatigue, petits étourdissements qu'elle essayait d'ignorer. Mais ce jour-là, quelque chose en elle semblait différent, plus profond, comme si quelque chose à l'intérieur d'elle avait déjà commencé.
Elle ne dit rien au début, pas jusqu'à ce soir-là, quand Victor la trouva assise seule dans le jardin sous les étoiles, les yeux écarquillés d'un mélange de peur et d'émerveillement, il s'assit à côté d'elle, écartant une mèche de cheveux de son visage. « Qu'est-ce qu'il y a » Sa voix tremblait. « Je pense que je suis enceinte. » Silence. Le mot flottait entre eux comme une luciole, délicat, lumineux, incroyable. Victor la fixa, les lèvres légèrement entr'ouvertes. « Tu es sûr ? Je ferai un test demain, dit-elle. « Mais oui, je le sens. » Il resta silencieux longtemps. Puis il posa doucement sa main sur son ventre, ses doigts tremblants. Et quand il la regarda, ses yeux étaient pleins, pleins de tout ce qu'il avait enfoui, pleins de tout ce qu'il pensait ne plus jamais pouvoir ressentir. « Emma » murmura-t-il. Mais elle secoua la tête. « Ne dis rien. Pas encore. Sois juste là. Juste là. » Alors il resta, la serrant dans ses bras, serrant l'avenir. Le lendemain matin, le test confirma ce qu'il savait déjà. Et Victor pleura, pas bruyamment, pas de manière dramatique, juste une seule larme qui glissa sur sa joue alors qu'il était assis à côté d'elle sur le bord de la baignoire, le petit test dans sa main, son autre main, serrant la sienne, comme une bouée de sauvetage. « Je ne sais pas comment être père, » dit-il. « Tu ne savais pas non plus comment m'aimer, » répondit-elle doucement. « Mais regarde jusqu'où tu es arrivé. » Il l'embrassa alors, lentement et profondément, comme un vœu. Au cours des semaines suivantes, la transformation devint visible, non seulement dans le corps changeant d'Emma, mais dans l'âme changeante de Victor. Il prenait maintenant ses appels dans le jardin, marchant près de son banc pour pouvoir la garder en vue. Il lisait des livres sur la paternité le soir, surlignant des passages qu'il ne comprenait pas toujours, mais qu'il voulait comprendre. Il remplaça le vin dans la cave par le jus qu'elle aimait, installa un piano dans le salon, neuf, au son chaud, destiné aux berceuses. Il peignit même une chambre à la main, une chambre d'enfant, des murs jaune pâle, des bordures blanches, un siège près de la fenêtre face au lever du soleil. « Je ne sais pas ce que je fais », confessa-t-il une nuit, debout au milieu de la pièce, pinceau à la main. Emma l'enlaça par derrière. « C'est comme ça que je sais que tu le fais bien. » Pour la première fois, le manoir n'était pas seulement rempli de lumière, il était rempli de vie, les rires résonnaient dans les couloirs. Emma chantait pour son ventre le matin. Victor lui parlait la nuit, murmurant des secrets, des promesses et des peurs. « Je vais t'aimer comme il faut, » dit-il une fois, la tête reposant sur ses genoux. « Mieux que je n'ai su m'aimer moi-même. » Emma passa ses doigts dans ses cheveux. « Tu le fais, déjà. » Une nuit, alors qu'ils étaient allongés dans le lit, le bébé donna un coup pour la première fois. La main de Victor était sur son ventre, ses yeux s'illuminèrent, et il éclata en larmes à nouveau, plus librement cette fois. « Pourquoi pleures-tu » murmura-t-elle. « Parce que, dit-il, la voix brisée, tu m'as donné tout ce que je ne savais pas comment demander. L'homme qui régnait autrefois depuis l'ombre, l'homme qui l'avait acheté comme une arme, l'homme qui avait perdu l'amour et pensait avoir enterré son cœur avec lui, était enfin devenu autre chose. Pas seulement un amant, pas seulement un mari, mais un père, un partenaire, un homme qui avait appris à construire un foyer à partir des cendres de la vengeance, et alors qu'Emma se tenait près de la fenêtre de la chambre d'enfant un matin, la lumière du soleil se déversant, sa main reposant sur son ventre, elle sourit, non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce qu'elle l'avait menée ici, à cette paix, à cet homme, à cet enfant, et à la vie dont elle n'avait jamais osé rêver. La nuit où Liam est né, les cieux au-dessus des montagnes pleuraient de joie. La pluie tapait doucement contre les fenêtres du manoir, pas avec fureur, mais en rythme, comme une berceuse envoyée par quelque chose de plus grand. Le monde s'était immobilisé, comme si la nature elle-même retenait son souffle, attendant l'arrivée d'une nouvelle vie. Emma serra la main de Victor plus fort qu'elle ne l'avait jamais fait, son corps tremblant de douleur, de force et de quelque chose de sacré. Il resta à ses côtés à chaque seconde, manches retroussées, mâchoire serrée, murmurant son nom comme une prière. « Tu fais ça si bien, » murmura-t-il, front contre le sien. Sa réponse fut un cri, brut, guttural, féroce, puis un second cri. Minuscule, puissant, vivant. Liam Blackwood entra dans le monde à 2h17 du matin. Ses poings serrés, ses poumons forts, sa présence indéniable. Et lorsqu'ils le posèrent sur la poitrine d'Emma, tout l'univers sembla s'effondrer et recommencer, tout en un seul souffle. Victor ne parla pas tout de suite. Il fixa simplement le petit miracle gigotant enveloppé de blanc, le visage d'Emma strié de larmes, rayonnant d'épuisement et de triomphe. Puis ses propres larmes vinrent, silencieuses et incontrôlées. Il tendit la main vers son fils avec des mains tremblantes, le serra contre lui, et se brisa, non pas parce qu'il avait peur, mais parce que pour la première fois de sa vie, il se sentait entier. Les jours après la naissance de Liam ne ressemblaient en rien aux jours d'avant. Le manoir n'était plus une forteresse. C'était un berceau, un sanctuaire, un lieu de commencement. La lumière du soleil se déversait par les fenêtres comme une bénédiction. La musique revenait dans les couloirs, berceuse douce, rire,
le craquement occasionnel des planchers alors que Victor marchait avec le bébé blotti contre sa poitrine. Emma l'observait dans ces moments, un doux sourire toujours au coin des lèvres. Parce que l'homme qui régnait autrefois par le silence fredonnait maintenant sous son souffle. Parce que l'homme qui craignait autrefois l'amour embrassait maintenant le front de son fils comme s'il était sacré. Parce que l'homme qui avait dit un jour « Je ne t'aime pas », disait maintenant « Je ne savais pas comment jusqu'à ce que tu arrives ». Ils le nommèrent Liam, d'après le grand-père d'Emma, un homme discret qui lui avait appris que la douceur n'était pas une faiblesse, et que la vraie force était de se présenter jour après jour pour ceux qu'on aime. Victor insista pour construire le berceau lui-même. Cela lui prit 3 jours, 2 forêts cassées, et un tutoriel très patient sur YouTube. Quand ce fut terminé, Emma se tint à ses côtés, souriant alors qu'il couchait Liam pour sa première sieste. Le bébé s'agita, ses petits doigts s'enroulant autour de l'auriculaire de Victor. Et à cet instant, l'homme qui avait autrefois cherché la vengeance se sentit rédempté. Un après-midi, alors que le printemps commençait à fleurir, Emma trouva Victor dans le jardin. Il était assis sur le banc sous le cèdre pleureur. Le même banc où elle avait autrefois pleuré sous la pluie, incertaine de retrouver un jour la liberté. Maintenant, elle marcha lentement vers lui, Liam endormi dans ses bras, son souffle doux contre sa peau. Victor leva les yeux remplis de quelque chose qui ne pouvait être décrit que comme de l'émerveillement. Elle s'assit à côté de lui, plaça le bébé dans ses bras, et posa sa tête sur son épaule. Le jardin autour d'eux bourdonnait de vie, fleurs s'ouvrant, abeilles fredonnant, le monde tournant doucement en avant. Il embrassa ses cheveux et murmura « Tu m'as donné un fils. Emma Sorit, tu m'as donné une vie ». Plus tard cette semaine-là, ils parcoururent la galerie ensemble. Victor avait remplacé les tableaux abstraits froids par de la chaleur, une photo encadrée du premier bâillement de Liam, un cliché spontané d'Emma tournoyant pieds nus dans la cuisine, un croquis, au fusain qu'il avait commandé du moment où elle avait tenu leur fils pour la première fois. À la fin du couloir, un nouveau cadre, une inscription en dessous, ce qui a commencé comme une vengeance est devenu une rédemption. La nuit du premier mois de Liam, ils s'assirent dehors sous les étoiles, enveloppés dans une couverture, le bébé endormi dans les bras d'Emma. Victor la regarda. Non pas comme un homme regardant la femme qu'il avait conquise, mais comme un homme qui avait failli perdre la femme dont il ne savait pas qu'il avait besoin. « Je n'ai jamais imaginé, dit-il doucement, qu'un contrat puisse me mener ici. » Emma jeta un coup d'œil. « À quoi ?» Il sourit. « À l'amour. » Puis ajouta après un temps. « À un foyer. » Ils restèrent silencieux un moment, regardant la petite poitrine de leur fils monter et descendre, écoutant les sons de la vie fleurissant autour d'eux. Puis Victor dit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. « Je brûlerai chaque contrat, chaque dollar, chaque mur que j'ai jamais construit, juste pour tenir cet instant. » Elle tendit la main vers la sienne, la serra fort. « Tu n'as rien à brûler, murmura-t-elle. Tu nous as déjà choisis. » Et sur ce, Emma posa sa tête sur son épaule, Liam endormi entre eux, et les étoiles au-dessus d'eux comme des témoins silencieux, non pas d'une fin, mais d'un commencement, une histoire qui a commencé dans le silence, l'obscurité et la douleur, et s'est terminée dans la lumière, dans l'amour, dans la plénitude. Parfois, l'amour n'arrive pas doucement. Il surgit comme une tempête, déguisé en colère, enfoui sous la douleur, emmêlé dans le silence. Emma n'était pas censée être aimée, pas par lui, pas dans cette maison, pas dans ces conditions. Mais l'amour ne naît pas de la perfection. Il naît de la vérité, de 2 cœurs brisés choisissant encore et encore de ne pas abandonner l'un pour l'autre. Victor pensait que le pouvoir pouvait le protéger. Mais en fin de compte, c'est la vulnérabilité qui l'a sauvé. Et ce n'était pas le contrôle qui a donné la liberté à Emma. C'était le pardon. Maintenant, ils tiennent une nouvelle vie dans leurs bras. Mais le vrai miracle est qu'ils ont appris à vivre à nouveau. Et vous, seriez-vous assez courageux pour aimer quelqu'un qui vous a autrefois blessé? S'il était prêt à changer?